merci beaucoup d'être là, en direct devant les étudiants de l'IM. Je vais vous présenter rapidement. Vous êtes CEO et cofondateur de Genbit, une startup qui décarbone la publicité digitale. Tout un programme. Vous venez du secteur de la tech avec des expériences dans le secteur financier, la téléphonie mobile ou encore la publicité digitale. Et donc, du coup, vous avez co-créé à Greenbits avec Jean-Baptiste Petit. Et justement, votre carte blanche porte sur l'IA au service d'un marketing plus responsable. Yes, merci Roman. Je pense que très bonne façon de me présenter. Alors, je vais essayer de présenter mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Je remettrai la musique tout à l'heure pour donner un coup de boost. Tac, tac, tac. C'est bon, vous voyez mon écran? Parfaitement. Ouais, super. Bonjour à tous. Je ne sais pas combien vous êtes à distance, mais en tout cas, c'est un plaisir de venir un peu échanger avec vous sur la décarbonation de notre industrie. C'est un sujet, en effet, qu'on a pris avec mes deux associés, Guillaume et Jean-Baptiste, à bras-le-corps après des expériences chez Google et Teads, respectivement, à une époque où on était très, très sollicité par nos clients sur des sujets de mesure, des sujets de décarbonation, des sujets de levier. Je pense que Hélène, j'ai écouté son exposé, a très bien présenté aujourd'hui la lame de fond qui s'empare de l'industrie publicitaire digitale et des différents acteurs qui composent cette chaîne de valeur, qui cherchent à comprendre déjà au fait le carbone c'est combien et qui ensuite cherchent à proposer des leviers qui ne soient pas des leviers qui poussent demain les annonceurs à ne plus faire de digital. Donc, c'est comment on peut finalement combiner peut-être plus de performance média, plus d'efficience et moins de CO2. Donc, c'est vraiment tout un programme, comme tu l'as dit, Roman. Il y a déjà peut-être refaire un petit point sur quelques chiffres qui permettent d'avoir des ordres de grandeur, parce que quand on parle de communication digitale, la communication digitale est une partie du digital, et sachez que le digital, déjà, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a pas mal d'études qui sortent sur l'impact lui-même de la communication digitale. Très franchement, c'est difficile de savoir réellement, parmi ces 4%, quels sont ceux qui sont vraiment liés à la pub digitale. Certains disent c'est 2, certains disent c'est 0,1. J'avoue qu'il y a encore pas mal de choses à comprendre, mais vous allez voir les chiffres après. On parle quand même de millions de tonnes de CO2 tous les mois dans les 5 grandes économies. Donc, on est quand même sur une chaîne de valeur qui est extrêmement carbonée. Et le problème aussi qu'on a, c'est qu'à un moment où on devrait tous décarboner nos métiers, en fait, le digital est en progression de 9% par an. C'est-à-dire que dans 8 ans, on aura doublé les émissions du CO2 qui viennent du numérique worldwide, donc partout dans le monde. Donc, c'est un vrai problème à un moment où on est censé plutôt faire l'inverse et avoir une trajectoire qui tende vers zéro plutôt que vers l'exponentialité des usages et du carbone qu'on émet pour une activité donnée. Donc, ça pose un petit souci puisque, en plus, on commence, je pense, chacun d'entre nous à ressentir le changement climatique un peu dans notre quotidien, et puis des organisations auxquelles on fait partie et pour lesquelles on travaille se mettent à travailler sur leur décarbonation, se mettent à publier des trajectoires net zéro. Et donc, les directeurs marketing se retrouvent avec un challenge qui est de se dire, je suis à la fois pris en tenaille entre mes objectifs court terme, qui sont des objectifs business, faire plus de ventes, faire plus d'acquisitions clients, et des objectifs long terme qui sont de participer à la décarbonation de l'entreprise. Et le problème, c'est que c'est quand même compliqué à tenir quand on y réfléchit, se dire est-ce que je peux vraiment décarboner tout en générant de la performance? Alors nous, on a réussi à répondre oui avec notre solution, donc je mets un peu la charrue avant les bœufs, donc il y a de l'espoir, je vous rassure. Mais en tout cas, c'est une vraie question, c'est qui taraude et qui tire dans tous les sens les CMO, dans 2 sens différents, dans 2 directions, et donc nous, on les aide à répondre à ce challenge. Je vous remets ici les chiffres. Donc, nous, on travaille avec Scope 3 notamment et aussi le référentiel du SRI, mais ça, c'est des chiffres Scope 3 qui montrent qu'aujourd'hui, la publicité programmatique, donc, qui est une partie du digital, c'est la publicité automatisée, display vidéo aux enchères. Ça émet 2,6 millions de tonnes d'émissions de CO2 sur 5 économies chaque année. Donc, c'est l'équivalent de 250 000 Français. Dites-vous que là, il n'y a pas l'Asie, il n'y a pas le LATAM, il n'y a pas l'Inde, donc qui sont des très gros marchés de la publicité. Donc là, c'est vraiment des chiffres qui sont le dessus de l'iceberg et qui sont plutôt très inquiétants.
ou en tout cas qui nous font prendre conscience qu'on est sur une chaîne de valeur où tout a l'air rose, parce qu'en fait, quand on se connecte à une plateforme d'achat, ça a l'air très, très simple, tout est automatisé, mais derrière, il y a des milliers de serveurs. Et ces milliers de serveurs, ils consomment énormément d'électricité et donc ils émettent du CO2. Un autre point qu'on montre souvent à nos clients, et je pense que ça, c'est important pour vous en tant qu'étudiants, et nous, c'est toujours quelque chose qu'on montre à nos annonceurs, c'est comment se répartit un petit peu l'impact carbone d'une campagne donnée. Parce qu'en fait, depuis longtemps, les annonceurs ont pris le sujet de la créa en se disant, bah, en fait, je vais décarboner, je vais faire des créas plus légères, je vais faire des créas plus courtes. Et vous voyez, si on regarde le petit carré jaune au milieu, finalement, la créa, c'est quoi? C'est 8,9% de l'impact carbone d'une campagne programmatique. Donc, en fait, c'est très bien de travailler sa créa, mais on ne répond qu'à une partie presque infime du problème. Et en réalité, ce qui pèse le plus aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le ad selection process. Désolé pour tous ces mots anglais, mais je pense que tout le monde est bilingue dans l'assemblée. Le ad selection process, c'est plus de 60% des émissions d'une campagne automatisée aux enchères aujourd'hui en display, en vidéo. Et donc, en fait, c'est ce qui se passe entre la plateforme d'achat que les traders médias en agence utilisent pour le compte de leurs clients annonceurs et jusqu'à l'arrivée de la bannière sur un site web ou sur une app. Et donc, en fait, cette chaîne de valeur, elle est aujourd'hui, c'est une succession de boîtes noires, souvent opérées par des acteurs américains dans le cloud, où on a l'impression d'avoir assez peu de leviers. Et ce qu'on voit, c'est que c'est quand même ça qu'on doit décarboner si on veut avoir un vrai impact à l'échelle sur la façon dont on fait du digital aujourd'hui. Et en tant qu'annonceur, bah, finalement, on n'a pas non plus, on ne peut pas avoir de levier sur le CO2 qui est émis pour la construction des devices. Donc, réellement, c'est le gros carré vert que vous voyez sur ce slide qui mérite vraiment de toute notre attention si on veut vraiment décarboner notre industrie. Alors, pourquoi justement ce gros carré vert représente 60% des émissions d'une campagne programmatique? Alors, j'ai pris un petit schéma qui représente un petit peu la chaîne du prog. Finalement, aujourd'hui, derrière une plateforme automatisée d'achat, il y a beaucoup d'intermédiaires jusqu'à l'éditeur. Il y a bien sûr le DSP, on peut faire appel à des technologies tierces pour aller chercher des segments de données. Il y a tous les SSP qui se chargent de gérer les enchères, les ad serveurs, tous les modules d'analytics, les tiers de mesure, de brand safety, etc. Et donc, au final, on a une chaîne de valeur qui est extrêmement crowded, voilà, j'ai pas le mot en français, désolé, où il y a beaucoup d'intermédiaires qui, en plus, posent des vrais soucis de transparence, posent des vrais soucis de rétribution de la valeur. Hélène en parlait juste avant. Et donc, en fait, entre vous, marketeurs et traders médias, et réellement l'éditeur qui touche à la fin l'argent pour avoir proposé un espace publicitaire, beaucoup de gens sont là pour prendre beaucoup de valeur et qui, en plus, émettent beaucoup de CO2 au passage. Et donc, finalement, on est passé d'une chaîne qui était censée être extrêmement automatisée, facile à prendre en main, à une chaîne qui s'est complexifiée à outrance et qui aujourd'hui génère d'affreuses complexités. Je donne l'exemple souvent, mais c'est pas pour. C'est qu'aujourd'hui, un site web très carboné peut avoir jusqu'à 30 000 façons d'accéder à son inventaire en programmatique entre les différents SSP, qui sont donc les plateformes qui vont proposer aux enchères les emplacements publicitaires de ce site, les différents DSP, les ad networks, les revendeurs. Enfin, bon, bref, on a créé tellement de complexité qu'on est sur une chaîne qui est extrêmement carbonée et plus du tout efficace pour les annonceurs, plus du tout transparente. Et donc, c'est un vrai problème. Et donc, je reprends vraiment les mots d'Hélène, parce qu'on est complètement alignés. On faisait partie des groupes de travail du référentiel. Mais c'est que via l'angle du carbone, ce qu'on se propose, bah, c'est justement de rationaliser cette chaîne et peut-être de trouver les chemins les plus courts qui vont nous permettre d'aller délivrer le maximum de valeur média pour les clients avec le moins de carbone possible. Et donc ça, c'est la promesse, en tout cas, de Greenbids qu'on fait depuis maintenant 1 an. Alors, on n'est pas tout seul, hein, je vous rassure, à travailler sur ce sujet. Il n'y a pas que Greenbids qui travaille à la décarbonation de l'industrie publicitaire. Par justesse, je me suis permis de mettre le Greenscape qui a été créé par Brian O'Kelly, qui est un vétéran de la tech, qui justement a fondé Scope 3, un partenaire de mesure, qui essayait de répertorier un petit peu tous les partenaires
toutes les entreprises qui se penchent de près ou de loin à la décarbonation de l'industrie. Donc, il y a des acteurs historiques comme les agences qui essayent de proposer des référentiels de mesure ou des Green Media Products. Et il y a aussi des acteurs comme nous, beaucoup plus récents, avec des approches très tech. Voilà, je pense qu'il y en a pour tous les goûts et pour toutes les configurations de clients et de campagnes. Mais en tout cas, ça vous montre, en tout cas, vous étudiants, que le sujet est un sujet qui est relativement important dans notre industrie et ça génère de l'emploi, ça génère des échanges assez denses avec les annonceurs. Enfin, bref, c'est à l'agenda des plus grands pontes de l'industrie. Alors, j'en profite peut-être 5 minutes pour vous expliquer nous ce qu'on fait, puisque la thématique, c'était en fait, est-ce que l'IA et le machine learning peuvent nous aider à décarboner cette chaîne? Donc, nous, c'est le parti pris qu'on a pris chez Greenbiz, avec une vraie approche technologique. Là, on est labellisé Deep Tech par la BPI, donc on a vraiment une approche en rupture. Voilà, on ne va pas vous faire des recommandations bas niveau, si je puis dire, mais on va vraiment travailler sur la profondeur de la chaîne et sur les chemins les plus courts avec de la technologie. J'en profite pour montrer mes 2 associés avec lesquels on a fondé la boîte. Alors aujourd'hui, on vient de conclure une levée de fonds, on est déjà 10 chez Greenbiz, donc plein d'autres visages se sont ajoutés à ce slide. Combien de la levée de fonds, Adrien? 1,6 million avec Elaya, qui est le fonds qui a fait Criteo et Tids. Donc plutôt des gens qui connaissent la tech et qui sont assez supportifs de notre approche et d'ailleurs qui ne financent que des entreprises vraiment deep tech, biotech. Donc ils ont vraiment kiffé, je vais le dire, l'approche très technologique qu'on a. Et Jean-Baptiste, notamment notre CTO, il a fait toute la plateforme chez Tids, donc qui est une grosse régie vidéo, vous devez peut-être connaître, un grand succès français dans la tech. Donc, je dirais qu'on connaît plutôt bien le programmatique, chacun avec une expérience plutôt différente, sales, produits ou tech, mais on en découvre encore tous les jours. Et je dirais qu'on a la bonne équipe, en tout cas, pour tacler le sujet de la complexité de la chaîne de valeur et de sa rationalisation. Voilà. Alors, en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. On développe des algorithmes de machine learning qui vont permettre aux annonceurs d'aller maximiser leurs performances médias tout en réduisant leur carbone. Donc, si je reviens un petit peu à la constitution de cette chaîne du programmatique, vous avez vu, il y a plein d'intermédiaires. Et ben, en fait, nous, on va trouver les chemins les plus courts, les plus performants, les moins carbonés, pour aller générer le maximum de performance pour nos clients avec le minimum de carbone possible. Et ça, je pense que c'est important et c'est peut-être le seul message que j'ai aujourd'hui, la seule chose que vous devez retenir, c'est qu'il est possible de faire les deux aujourd'hui en digital. Parce qu'en fait, la chaîne étant tellement mal construite qu'à partir du moment où j'arrive à gommer ces inefficacités, eh ben, je peux réinvestir le carbone que j'ai économisé dans de la performance pour les clients. Et en vrai, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque les annonceurs ils sont rationnels. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quand on arrive à aligner les planètes, qui est leur fin du mois, fin du monde, c'est-à-dire quand on les aide à faire leurs objectifs et qu'au passage, on les aide à avoir un meilleur bilan carbone, on trouve une solution qui aligne les planètes et permet un peu de sécuriser notre approche et de scaler rapidement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et on est ravis d'avoir trouvé, d'avoir mis au point ce produit qui permet de travailler la performance média soutenable pour nos clients. On n'est pas une technologie de mesure, ça je pense que c'est vraiment important de l'expliquer. Nous, on a travaillé avec Hélène, mais on travaille avec d'autres référentiels aussi. Franchement, le référentiel du SRI d'IAB, c'est vraiment super ce qu'ils ont fait. Nous, on était ravis de faire partie des groupes de travail. On travaille aussi avec Scope 3, par exemple, qui est une entreprise américaine qui fait un référentiel de mesure. Notre position est plutôt de travailler avec des référentiels de mesure qui sont auditables, transparents, qu'on peut requêter en API en temps réel pour nos modèles de machine learning. Donc, tout ça est un peu compliqué, mais on laisse quand même le choix à un moment aux annonceurs de se positionner sur le référentiel de mesure qu'ils souhaitent choisir. On peut recommander des choses, bien sûr, mais nous, j'insiste, on est vraiment optimiseur carbone. Nous, ce qu'on veut, c'est réduire les émissions carbone de nos clients, quel que soit le référentiel finalement de mesure qu'ils aient choisi, au profit de la performance média. Voilà quelques logos de certains de nos clients avec lesquels on est ravis de travailler. Nous, on a vraiment une approche agnostique, donc on veut travailler avec tout le monde, on veut travailler avec toutes les agences. L'idée, c'est de mettre au point une solution agnostique. Et si on veut décarboner à l'échelle de cette chaîne de valeur, il faut travailler avec tout le monde. Donc, je ne vous présente pas ce qu'on fait côté éditeur et SSP, donc qui sont de l'autre côté de la chaîne, mais on a aussi des produits qui viennent de sortir et qui vont nous permettre de travailler avec ces autres maillons de la chaîne qui sont aussi très importants
et qui peuvent parfois émettre beaucoup de carbone. Et donc, on les aide à décarboner leur infrastructure sans perdre de revenus. Donc, ça, c'est très satisfaisant. Et voilà, et on commence une expansion aux US et au UK à travailler avec des clients là-bas. Alors, je vous montre quelques résultats. Ça, c'est la moyenne constatée des campagnes qu'on a aujourd'hui, à la fois sur du branding et du bas de funnel. Donc, je pense que vous tous étudiants, vous êtes assez, vous connaissez ce funnel marketing. Nous, on voulait vraiment une solution qui puisse se mettre partout pour toute typologie de campagne, en display, en vidéo. Alors là où on a vraiment le plus d'efficacité, c'est vraiment les vidéos où on ne s'est jamais trompé. Mais on travaille à la décarbonation des plans performance d'un certain nombre de clients. Je peux citer EDF notamment, où on a sorti un communiqué de presse avec Havas, où on diminue de 17% leur coût d'acquisition de clients, tout en réduisant de 48% l'impact carbone de chaque nouveau client acquis. Donc pour moi, c'est fabuleux parce qu'en fait, on a vraiment aligné la performance et la décarbonation. Et donc, on montre avec des clients réels, en plus des budgets plutôt importants, qu'on peut vraiment faire ça aujourd'hui en programmatique et qu'on base ça en plus sur des technologies de mesure. Vous avez parlé avec Hélène auparavant, qui font foi, qui font référence. Donc, on est très fiers de tout ça. Alors, vous demandez peut-être comment ça marche. Je fais un petit aparté technologique pour ceux que ça intéresse. En fait, aujourd'hui, un DSP, il optimise, donc une plateforme d'achat automatisée, il optimise sur des critères de qualité d'impression des signaux. D'accord. Donc, ça va être bien sûr la performance du média qui est délivré à travers voilà, son taux de clic, la taille du player, l'audibilité, plein de signaux. Et en fait, nous, on associe à chacun de ces signaux des facteurs d'émission de CO2 qui viennent soit de Scope 3, soit du référentiel du SRI et de l'IRB. Et donc, on contraint la plateforme d'achat à prendre les meilleures décisions pour le moins en vue de faire de la performance pour les clients avec le moins de CO2 possible. Voilà, je ne rentre pas trop dans les détails, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à follow-up. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions et de reprendre du temps si vous êtes intéressé. Et donc ça, c'est vraiment une approche très tech, c'est-à-dire qu'on s'intègre aux plateformes d'achat. C'est des algos de machine learning, donc c'est beaucoup de développement, c'est des algos qui font 5000 lignes, enfin voilà, ça rigole pas, entre guillemets. Et notre idée, c'est d'automatiser la décarbonation. Ça, je pense aussi que c'est important. C'est-à-dire, nous, ce qu'on veut, c'est, en fait, si on veut une solution qui soit facile et facile pour les annonceurs, il faut que ça change rien pour eux. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de pixels à intégrer, il ne faut pas qu'il y ait de changement dans leur plan média, il faut qu'ils puissent utiliser la solution sur toute typologie de campagne, sur toute typologie de format, dans tous les pays. Et donc, on a vraiment dessiné la solution de cette façon. Et donc, on est bien parti pour. Vous avez vu les gros logos, il y en a plein d'autres qu'on n'a pas mis sur le slide, mais qu'on pourrait mettre. Et l'idée, c'est voilà, de continuer notre traction à accélérer dans d'autres pays, parce qu'en fait, le sujet du carbone, maintenant, il est assez prégnant aussi au UK, aux US et dans d'autres marchés. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, j'ai beaucoup parlé. Christophe, Roman. Ouais, c'est quoi ton business model aujourd'hui? C'est une très bonne question. Alors, on a deux business models. Pour nos clients annonceurs qui nous découvrent, on prend un pourcentage du média investi. Voilà. Et pour les annonceurs qui sont beaucoup plus matures avec nous, ils payent une licence. Donc, c'est-à-dire, ils s'engagent sur une durée de contrat. Ils payent un fee mensuel ou annuel. Et ils peuvent utiliser la technologie de façon illimitée. Donc voilà, c'est deux business models. Et après, nos business models côté publisher et côté SSP sont un peu différents. Je ne rentre pas dans les détails. En plus, l'offre vient de sortir. Mais l'idée, c'est toujours de pouvoir être en capacité de garantir les performances de tous les acteurs avec lesquels on travaille. Donc en plus, on AB-teste systématiquement tout avec des notions de ROI. Donc en fait, les fees qu'on fait payer sont très largement couvertes par le média additionnel et les gains, les uplifts en termes de performance et de revenus qu'on fait gagner à toute la chaîne. Voilà. Et est-ce que tous les acteurs du programmatique, que ce soit alors côté DSP et surtout SSP, et au final, celui qui génère l'audience et l'éditeur s'y retrouve? Parce qu'en fait, oui. Alors, c'est bien le but. Aujourd'hui, qu'on a un sujet sur un éditeur ne récupère pas 100% de la monnaie d'échange qui est en transaction dans les ZX. Donc, en fait, alors, je peux te citer Guillaume, mon associé qui travaillait chez L'Oréal, donc au Canada. Quand il a internalisé le programmatique, ils avaient fait une étude. Quand ils mettaient $1 dans la plateforme, il y avait 35 centimes qui arrivaient à l'éditeur. Donc, ça pose un quintuple problème. C'est-à-dire que d'un côté, on a les éditeurs qui s'appauvrissent, l'annonceur
comprend plus pourquoi il met $1. À la rigueur, il préférait mettre juste 35 centimes. Ouais. Ou s'il met $1, il préférait qu'il y ait vraiment au moins 80-90 centimes de l'autre côté. Donc, c'est un vrai problème. Et puis, en plus, le problème, il est aussi de transparence, puisqu'on ne sait pas où part l'argent. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'intermédiaires qu'à un moment, on se dit, mais au fait, comment on est passé de $1 jusqu'à 35 centimes? Qui a pris quoi et comment et pourquoi? Et donc, notre vision chez Greenbids, c'est qu'à travers le prisme du carbone, on va remettre beaucoup de qualité dans la façon dont on va délivrer les plans médias pour nos clients. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les éditeurs avec qui on travaille sont des éditeurs qui se disent bah, moi, j'ai envie de partager mes chiffres à Greenbids pour leur montrer que je suis un éditeur qui fait des efforts du point de vue carbone. Et donc, nous, quand on va prendre des campagnes de nos clients et qu'on va les délivrer pour aller générer le maximum de performance avec le moins de carbone possible, ces éditeurs qui ont fait l'effort de nous dire bah, regardez, moi, j'ai travaillé sur mon stack publicitaire, j'émets beaucoup moins d'appels serveurs, je fais les choses bien, et ben, en fait, on se rend compte qu'ils vont être naturellement favorisés par les modèles. Et donc, ça, c'est le début d'un changement systémique de l'industrie, puisque finalement, nous, on arrive à parler aux annonceurs qui veulent délivrer leur campagne avec le moins de carbone possible. On arrive à parler aux éditeurs qui se rendent compte que les meilleurs éditeurs sont des gens qui font très bien les choses. Je parlais avec Luc de 366 qui disait bah, moi, je contacte que 3 SSP. Donc, en fait, quand je fais du header bidding, en moyenne, le SRI IAB considère qu'on envoie 50 appels vers 50 SSP. Ce n'est pas le cas de 366 qui en contacte que 3. Donc, naturellement, ce sont des gens qui veulent lever la main et disent oui, moi, je suis prêt à partager mes chiffres. Regardez comment je fais bien les choses. Et donc, nous, de l'autre côté, on les aide du coup à gagner plus d'argent parce qu'en fait, on opère des campagnes pour nos clients qui vont aller naturellement vers leur placement puisqu'on sait que leurs placements sont moins carbone. Voilà un petit peu comment on arrive à réconcilier la chaîne autour d'une valeur commune qui est le carbone et sa réduction et qui va peut-être nous permettre à terme de déprécier certains acteurs comme les sites made for advertising, qui sont des sites qui sont construits exprès pour aspirer des budgets annonceurs. Voilà, c'est un vaste sujet, je pourrais en parler des heures, mais en tout cas, le carbone est une bonne monnaie d'échange pour remettre beaucoup de qualité sur la chaîne de valeur du privé. Il y a des questions, Roman? Oui, les entreprises prennent-elles en compte dans l'élaboration de leur campagne marketing digitale l'impact carbone de celle-ci? Alors, c'est une très bonne question. Il n'y a pas encore de budget carbone. C'est-à-dire que nous, les clients avec lesquels on travaille, sont des clients qui se disent quand même, ils ont d'abord un budget euro avant d'avoir un budget carbone. Mais en fait, nos clients, ils se disent plutôt, j'ai un devoir d'exemplarité. C'est-à-dire, en fait, déjà, je dois donner des comptes. Donc, je dois quand même expliquer à mon Chief Marketing Officer et à ma direction générale qu'au sein du marketing, on fait bien les choses. Et jusqu'à présent, il y avait assez peu de leviers du point de vue de la décarbonation pour les marketeurs. Le moyen le plus simple de décarboner, c'est de la faire de pub. Personne ne veut ça. Donc, en fait, nous, on leur offre un levier d'action immédiat et rentable. Donc, c'est aussi pour ça qu'on connaît, je pense, cette traction. Donc, clairement, c'est des choses qu'ils commencent à regarder. Ils commencent à essayer déjà de quantifier et d'agir, mais entre guillemets, sans contrainte. La contrainte, elle est plus une contrainte de reporting et une contrainte d'exemplarité. Est-ce qu'on arrivera un jour à un budget carbone? C'est probable, mais on n'y est pas encore. Je revenais sur un point, je ne sais pas s'il y en a d'autres questions, mais sur un point qui me revient à l'esprit, c'est que quand tu dis on est sur la logique de la décarbonisation des campagnes programmatiques, en même temps, en essayant de rétribuer et de faire en sorte que les éditeurs gagnent, entre guillemets, plus d'argent, tu contribues aussi à cette logique RSE, c'est d'alimenter du contenu responsable, puisque ça permet, a priori, là je parle sous le contrôle de tous les éditeurs, de venir alimenter l'indépendance des éditeurs dans la vérification des données, etc., qui est aussi qui fait partie, c'est-à-dire on a eu Aurélie Chaud de Groupe M qui nous en a parlé, et en fait, eux, ils veulent s'engager aussi dans cette logique-là, c'est-à-dire du fake news, etc., et que ce n'est pas que sur une dimension, moi, je ne sais pas si c'est un truc qui est collatéral là-dessus, vous avez. En fait, nous, finalement,
si on arrive à exécuter la vision de Greenbiz, on va faire un digital ad trust qui va réussir sous l'angle du carbone. C'est un peu provocateur, mais je Non, mais l'avais tu as déjà raison. dit. Ça va faire plaisir à Hélène. Déjà dit précédemment. Sur le digital at trust. Ok. Mais oui, Ap- oui, ap- d'accord. Après, moi, je suis un grand défenseur de la presse libre. Je suis abonné à 4 vues. Enfin, voilà, je lis les journaux, etc. Maintenant, dans certains des grands journaux avec lesquels on travaille, il y a quand même des climato-sceptiques qui ont aussi des tribunes sans contradicteurs. Donc, c'est très bien qu'ils veulent bien faire les choses, mais ils ont aussi, tu vois, ces éditeurs qui veulent reprendre de la valeur. À un moment, s'ils veulent aussi tacler le climat, il faut aussi voilà, qu'ils ont un travail à faire sur la façon dont ils traitent aussi le sujet. Je pense que ça, c'est assez clé. Comme une marque, entre guillemets, qui a envie de bien faire les choses avec nous, doit aussi être alignée dans la façon dont elle traite le sujet carbone dans ses propres produits. Voilà. Attention, hein, la transition écologique, ça va prendre 50 ans, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, Greenbids n'est pas un permis de greenwashing. Il est juste là pour, notre technologie, elle est juste là pour décarboner des process. C'est bien, je trouve, que ces différents acteurs de la chaîne, notamment les marques et les éditeurs, commencent à avoir une sorte de pression et se dire, moi, j'ai envie de bien faire les choses. Mais en fait, le sujet carbone dépasse forcément du marketing et déborde sur le produit eux-mêmes, sur la production, déborde sur les contenus. Enfin, voilà, j'ai parlé des éditeurs. Pour moi, il est assez crucial qu'ils aient un traitement de l'information autour du climat qui soit aligné avec la science. Ok, ok. Romane, est-ce que nos Oui. étudiants sont bavards? Moi, je voulais savoir sur au niveau un peu de l'état des lieux de cette envie, est-ce que les annonceurs ont envie ou pas de faire des efforts vers la transition écologique, vers quelque chose de plus responsable? Est-ce que les gens qui viennent vous voir, ils viennent en disant je viens voir parce que je veux décarboner voilà, tout ce qui est publicité digitale, ou ils viennent parce que ça leur intéresse de faire de la performance et en plus, ça peut donner un petit plus si en plus c'était peu écologique. Ouais, non, alors c'est une excellente question. Je pense que 90% des gens à qui on parle aujourd'hui sont des gens qui, personnellement, sont engagés en faveur du climat. C'est-à-dire que c'est des gens qui, dans leur vie personnelle, euh, font des gestes pour émettre moins de CO2, ont mesuré leur empreinte carbone. Et donc, ils se retrouvent au travail et ils se disent, bah, au travail, j'y passe 8 heures par jour. Comment je peux faire pour qu'au sein de mon propre métier, au sein de mon propre département, au sein de ma direction et donc au sein de mon entreprise, je puisse être, je puisse amener ce que moi je ressens personnellement et ce que j'ai envie de faire au sein de là où je passe tout le temps de ma semaine. Et donc finalement, moi ce que je trouve assez cool, c'est que ça vient de l'intérieur. C'est pas très top-down, c'est plutôt des gens chargés de médias, directeurs médias qui disent bah en fait ouais moi je suis écolo et donc j'ai envie de bien faire les choses. C'est pas forcément une directive que j'ai eue de mon boss, mais voilà, je pense que à notre échelle, on doit faire quelque chose. Donc, moi, je trouve ça assez cool. Et après, ce qu'ils trouvent chouette dans notre solution, c'est que quand on leur pitch, on les rassure en leur disant, bah, vous savez quoi, en plus, pour vous, c'est héroïste et c'est rentable. Donc, ils disaient, ah, oh, putain, génial. Donc, en fait, tu me permets voilà, de faire mon quarter en termes d'acquisition de clients et en plus de décarboner mon média, ce qui fait jouer une fibre personnelle de ces gens, quoi. Donc, c'est plutôt vraiment vers l'angle du carbone que nous, on arrive à trouver nos clients et on les sécurise via l'angle de la performance. Donc c'est quand même une bonne nouvelle C'est une très bonne nouvelle. de savoir qu'il y a quand même des gens qui... Et- exactement. Mais vraiment, beaucoup, beaucoup de gens, je trouve. Il est temps. Et est-ce que les annonceurs étaient au courant de l'impact carbone? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup en fait de Ouais. de l'impact carbone de la création, de la diffusion de la création, etc. Mais est-ce qu'ils étaient au courant que bah, ça a un coût carbone justement de faire la publicité Alors, Roman, tu poses beaucoup de bonnes questions, bravo. En effet, ce qu'on a souvent chez nos clients, c'est qu'ils ne savent pas, en fait. On fait souvent un quiz, nous. On a récemment fait un webinar avec des équipes monde chez un de nos grands clients. Et le quiz, c'était, bah, d'après vous, votre dernière campagne YouTube, combien elle a émis de CO2, quoi. Et souvent, les gens se trompent d'ordre de grandeur. C'est-à-dire que cette campagne YouTube, c'était 50 tonnes de CO2 et il y a des gens, ils disent 50 kilos, quoi. Donc, en fait, il y a un facteur
il y a un facteur 100. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, il y a aussi un sujet éducationnel chez nos clients, puisque nous, on remarque que ce fameux slide avec la grosse boîte verte que je vous ai montré, qui présente les différents postes d'émission au sein d'une campagne programmatique, les gens ne savent pas. L'impact carbone réel d'une campagne, en termes de quantité de CO2, les gens ne savent pas. Donc, on est encore, je dirais, au début d'un mouvement où les gens cherchent à se former, cherchent à mettre au point de gouvernance et cherchent à agir derrière. Donc, franchement, très bien. On les accompagne là-dessus avec beaucoup d'éducationnels. Voilà. Merci beaucoup. Je regarde. Pour l'instant, on n'a pas de questions. Pareil, on a des merci, des Eh ben, bonjours. trop cool. Mais... Ouais, c'est bien, bravo. Je peux envoyer. Ils sont silencieux, mais pas tant que ça. Ouais, tu as remporté et plébiscité. Non, ce qui est intéressant, c'est tu vois, la démarche qui a ça, parce que moi, ça fait quand même quelques années que je suis tous ces trucs-là. Et c'est vrai que c'est une question qui est apparue comme ça. Pof, on n'a pas eu. C'était assez. Finalement, les 2 dernières années, ça commençait vraiment à émerger. Mais avant, on n'en parlait pas, quoi. Quand on parlait de tous les termes, les acronymes des header bidding, etc., on était dans une logique pure business, tu vois. Oui. Et très business. Il y en a qui sont très, très focus là-dessus, qui ne se posent pas la question si ce qui est fait là-dessus. Et puis, côté annonceur, il y avait la dimension, le coût le plus bas est le coût qui m'intéresse le plus. Le reste n'est pas intéressant au demeurant. Donc, il y a aussi une responsabilité là-dessus de se dire, OK, est-ce que je suis prêt à payer plus cher une publicité si derrière, elle peut contribuer, même si ça a un impact et ça dégrade mon ROI, ça quand même, voilà. Ça, tu le vois. J'avais une même question que sur Ellie. Ça marche sur les gros, ça c'est sûr, mais aussi sur les petits, ou c'est pas encore d'actualité, parce que sur la programmatique, ils sont peut-être moins dans le grip du truc. Ouais, ils sont peut-être moins dans le grip et je pense notre discours, enfin, ceux qui cherchent vraiment à décarboner leur publicité, ça reste les grandes structures. Donc vous avez vu nos logos, Accor, Sanofi, L'Oréal, Engie, EDF. Aujourd'hui, je sais pas, je raconte n'importe quoi, mais vous êtes une PME qui fait du marketing digital. Je pense que la décarbonation de votre marketing est sans doute le cadet de vos soucis, ce qui est un problème en soi, mais en même temps, je comprends. Voilà, on est au début de l'histoire et je pense que aussi, finalement, les grands groupes ont un devoir d'exemplarité, c'est-à-dire qu'ils ont toujours eu les plus gros budgets, l'organisation, la gouvernance pour amener du changement au sein de leur industrie. Je pense que c'est bien parti pour. Ça va mettre du temps, hein. On n'est pas dupes. Ouais, ça part vraiment là pour l'instant des très grandes structures Et le marché et des international. agences. Ouais. Et le marché international aussi, parce que tu parlais que vous avez commencé à travailler sur l'international Ouais, là-dessus. on a Avec beaucoup. en ligne de mire les États-Unis. Ouais. J'allais dire un truc, hashtag bon courage, parce qu'effectivement, question décarbonisation, il y a du je C'est vrai, pense. c'est vrai que eux, ils sont sur le volet RSE, ils sont plutôt S que eux, quoi, entre guillemets. Ils parlent plutôt d'inclusion et de diversité que d'environnement, en tout cas dans l'agenda de leur board. Mais dans notre industrie, on voit quand même beaucoup de demandes arriver. Donc, nous, on est très, très sollicités. Et là, on commence à avoir beaucoup d'activités aux US et au UK. Ouais, ça veut dire que ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs présents sur le marché américain. En fait, il y a beaucoup d'acteurs de la mesure et il y a Mhm. assez peu d'acteurs de l'action et de la réduction. Donc, D'accord. je pense qu'on arrive au bon moment avec Greenbids. Et puis, on montre que ça fonctionne. Il y a aussi une crainte, hein, qui est la crainte, mais tu l'as exprimé très très bien, qui est la crainte bottom line, quoi, qui est la crainte de dire, en fait, ça va encore me coûter de l'argent, je vais être moins efficace. Donc, en fait, bon, c'est un non-sujet, quoi. Et aussi, il y a un truc très logique, au sein de certaines structures, les CMO, je pense, peuvent aussi se dire, en fait, moi, je ne représente que 5% des émissions de la boîte. Donc, en fait, je vais déjà laisser la logistique, les points de vente et la fabrication décarbonée. Et moi, je gagne un peu de temps.
En réalité, je pense que c'est une très mauvaise réflexion. Mais en tout cas, c'est sans doute ce qu'il y a à l'esprit des CMO qui ont 2000 sujets sur leur bureau, quoi. Ouais. Mais de toute façon, les petites rivières font les grands fleuves. Exactement. Donc, à un moment donné, il faut bien commencer. Et c'est vrai, non, je pense que la prise de conscience, elle est complète sur les entreprises, puisqu'on commence à avoir des jobs autour des logiques RSE. Et forcément, la communication est au cœur. Tu vois, on était sur la partie digitale, mais pas que. Tu vois, parce que finalement, la pub, c'est pas que du digital, même si tout se digitalise. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez important. Voilà, bah, écoute, génial. Bravo. En tout cas, merci. Merci à vous.